Quand vous regardez bien, en fait, vous avez les trajets de la Grande Armée, du Yémen jusqu'à Moscou, avec les punaises qu'on voit, les points des punaises qu'on voit à travers. On a réuni des pièces sur la carrière du général Gudin. Gudin est issu d'une famille de petite noblesse. Il va donc être un officier de l'Ancien Régime. On apprend notamment ses demandes de congé parce qu'il va servir longtemps sans prendre de congé. Donc il demande un congé pour rejoindre sa femme de 4 mois que Napoléon l'empereur lui donnera. Là, il a prouvé, c'est Napoléon là. Il va d'abord servir aux mousquetaires du roi, il va rentrer au régiment d'Artois où il aura la chance d'apprendre les rudiments de l'artillerie, les règlements de l'artillerie et va monter toutes les étapes, en commençant par lieutenant jusqu'au grade d'adjudant général qui est l'équivalent d'un colonel chef d'état-major. Le premier grand fait d'armes du général Gudin, c'est bien entendu en 1806, la bataille d'Auerstadt. On se retrouve à plus d'un contre deux. Le 3e corps d'armée, à peu près 12 000 hommes face à 28 000 hommes, 28 000 Prussiens. Gudin, avec sa division, est le premier à arriver sur le champ de bataille. Il est en pointe et, par sa compétence de tactique de général de division, il est au milieu de ses hommes et comprend très vite qu'il va falloir arrêter les charges prussiennes, les charges de cavalerie prussienne. Donc il met ses hommes en bataillon. Fort de cela, il arrêtera donc cette charge, il la stoppera et participera ensuite à la contre-attaque qui amènera à la victoire d'Auerstadt. Lui, Gudin, se trouve avec Napoléon en train de visiter un édifice religieux aux alentours de Smolensk. Mais le maréchal Ney, qui prend en fait des combats d'arrière-garde, se trouve à un moment face à une forte résistance parce qu'une position élevée est très protégée par l'arrière-garde russe. Donc, alors que Napoléon est avec Gudin, Ney appelle Gudin, Napoléon donne son accord et Gudin va rejoindre le maréchal Ney. Donc, il temporise, il demande à Ney d'attendre le corps de Junot qui arrive pour être en supérieur numérique pour pouvoir enlever la place. La légende veut que Ney n'a pas voulu attendre, qu'il a piqué son orgueil et que Gudin lui a répondu « Vous allez voir, maréchal, comment on enlève une place ». Il monte à l'assaut de cette position fortifiée qui résiste et ses troupes font à nouveau un mouvement rétrograde. Il est prêt à attaquer une deuxième fois, mais il est blessé par un boulet qui lui arrache la jambe gauche. On décidera de l'amputer, mais la gangrène s'est installée et il mourra. La famille Gudin a traversé la Révolution, a connu l'Empire et va servir donc la France sous différents régimes. C'est donc une famille empreinte de tradition militaire. Vous avez l'oncle de Gudin qui est lui-même un général de division. Il a son frère qui rentre aussi dans la carrière des armes. Et enfin, son fils qui fera lui aussi une carrière, le comte Gudin, deuxième du nom. L'image et la stature la plus importante de sa famille sera bien entendu le maréchal Gudin qui, par ses faits d'armes et son talent de tacticien et sa formation de tacticien remarquable, marquera d'une empreinte à jamais éternelle cette famille dans l'histoire militaire de la France. Vous dites souvent maréchal, ça veut dire qu'il aurait pu être maréchal? Je dis souvent maréchal, oui, c'est effectivement certainement une erreur de langage de ma part, mais effectivement, il semblerait qu'en 1812, Napoléon avait l'intention de promouvoir de nouveaux maréchaux, de nouveaux généraux à la distinction de maréchal, et que Gudin était pressenti pour devenir maréchal d'Empire.